Bienvenue donc à cette dernière conférence du musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale. Et donc on finit ce cycle de conférences avec une conférence dédiée à la valorisation de la Champagne viticole. Et on est ravis donc ce soir d'accueillir deux conférenciers, puisque vous allez intervenir en duo. Donc Yves Tesson, bien connu. Je ne sais même pas s'il est nécessaire de présenter Yves. Voilà, un historien reconnu, un très très grand connaisseur de l'histoire de la Champagne viticole, journaliste à Terre de Vin, membre du conseil scientifique de la mission Coteaux Maison et Cave de Champagne, voilà, auteur notamment d'un ouvrage d'une biographie dédiée à Robert-Jean de Vogüé, maison Moët et Chandon. Et puis donc bien sûr Charles Philippona, président directeur général de Champagne Philippona. Et donc, on est ravis de vous accueillir à l'occasion de la parution de cet ouvrage, vous voyez ici, mais que vous retrouvez là, voilà, voilà, que vous avez coécrit, Philippona, 500 ans d'histoire au cœur de la Champagne. Un ouvrage qui concilie pas mal de choses, qui mêle à la fois l'histoire d'une famille sur de nombreux siècles, l'histoire d'une maison, la maison Philippona, et donc bien sûr par là même l'histoire collective de la Champagne viticole. Donc c'est ce dont on va parler, ce sur quoi on va échanger ce soir. 500 ans, bon, on aura peut-être quelques questions à vous poser. Pourquoi 500 ? Voilà, voilà. En tout cas, quand on dit 500 ans, on voit déjà qu'on s'inscrit dans une forme de permanence, voilà, qu'on s'inscrit dans une continuité historique sur laquelle on va revenir ce soir. Et donc, je propose qu'on démarre avec la projection d'un film qui est une entrée en matière. Voilà. Eh bien, allons-y.
d'ouvrir un petit peu les papilles, même si pour l'instant vous allez seulement devoir voir mes paroles. C'est ce que j'allais dire. Donc on est une maison. Est-ce que vous m'entendez tous sans le micro? On est une maison et surtout une famille qui a participé à l'histoire de la Champagne depuis le début du XVIe siècle à Ailly. Mon premier ancêtre est arrivé avant 1522. On sait aujourd'hui, parce qu'on a continué nos recherches, qu'en 1515, il était déjà propriétaire d'une vigne à Mareuil-sur-Ailly, en Capinay. François qui est là sait où c'est. Et puis en 1522, il était propriétaire d'une vigne au Léon à Ailly. Et comme la famille est d'Ailly, on a choisi cette date symbolique de 1522 pour en faire la date de fondation, non pas de la maison, puisqu'il n'y a pas de société Philippona, il n'y a même pas de champagne effervescent au début du XVIe siècle, mais il y a une famille qui, de façon continue jusqu'aujourd'hui, s'est dédiée à la culture de la vigne et à l'élaboration du vin de Champagne, depuis Ailly en Champagne, et puis au début du XXe siècle à Mareuil-sur-Ailly, juste à côté. Mareuil-sur-Ailly qui aujourd'hui fait partie d'Ailly-Champagne. Donc on est retourné à la case départ en quelque sorte. Et puis d'Ailly à Mareuil, il n'y a pas très loin. Les deux villages se touchent maintenant et notre migration n'a pas été plus rapide que celle des escargots. Et beaucoup moins rapide que celle des cicadelles titans qui nous envahissent aujourd'hui. Ça nous permet de mieux comprendre ces 500 ans, 1522-2022. Voilà, et on a voulu faire ce livre pour montrer que notre histoire familiale est plongée dans celle de la Champagne, s'entrecroise avec celle de la Champagne. Et l'idée de ce livre est de montrer comment tout ce qu'on a fait depuis toutes ces années est à la fois quelque chose de personnel de la part des membres de cette famille, mais aussi une participation à la construction de la Champagne, modestement, à notre taille, mais avec la profonde fierté de faire œuvre utile à la Champagne. Donc 1522, le XVIe siècle. Yves, j'ai envie de te demander peut-être de nous parler, parce qu'on est, comme l'a très justement dit Charles, on ne produit pas de vin effervescent au XVIe siècle, pas encore en Champagne, c'est même quelque chose, ce pétillement qu'on voyait plus comme un défaut encore à l'époque. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur le type de vin qu'on produisait en Champagne au XVIe siècle, les cépages et le type de vin, de couleur? Oui, alors effectivement, la Champagne à l'époque était tranquille. C'était néanmoins un très grand vignoble qui commençait déjà à avoir une très grande réputation, et les vins d'Ailly en particulier. Alors on parlait pas encore de vignoble de Champagne, on parlait justement des vins de la montagne, des vins de la rivière, ou des vins d'Ailly, qui était un terme générique qui désignait quasiment l'ensemble des vins de Champagne. C'était des vins qui produisaient c'était une région, qui produisait des vins, on disait clairets. Alors des vins clairets, c'était quoi? C'était des vins rouges, mais qui n'avaient pas une couleur très prononcée, et qui avaient un certain succès sur le marché parisien et dans les Flandres. Alors moi, ce que j'aime bien faire remarquer, c'est rappeler ce que dit Roger Dion. Roger Dion, c'est un grand géographe du vin, un géohistorien du vin, et il a cette remarque amusante en disant oui, alors on parle beaucoup de l'importance des terroirs, des sols, du climat pour faire des très grands vins. Enfin bon, vous regardez quand même la carte des vignobles de France, et ce que vous constatez en premier lieu, c'est qu'ils sont tous situés sur des routes commerciales. Voilà. Et la Champagne, c'est le cas typique. On a une belle rivière qui est un bel affluent de la Seine et qui permet aux bateliers d'aller vers Paris très facilement. D'ailleurs, vous avez des familles comme les Bilcard et les Salmon, qui étaient deux grandes familles de bateliers qui ont d'abord fait fortune un peu comme ça, avant de passer vers le négoce et vers la production de vin. Vous avez une deuxième chose qui est importante en Champagne, c'est que on a été longtemps, maintenant on l'est de moins en moins, mais on a été longtemps la frontière du nord des vignobles. Au-delà de la Champagne, ça devient quand même assez compliqué. C'était longtemps assez compliqué de cultiver des vignes. Ce qui fait que toutes les régions au nord de l'Europe, les Flandres, l'Angleterre, une des régions les plus proches où ils pouvaient s'approvisionner en vin, c'était tout simplement
c'était tout simplement la Champagne. Et puis troisième aspect, justement qui date du XVIe siècle, il y a ce qu'on appelle l'édit de 20 lieues. Alors qu'est-ce que c'est que l'édit de 20 lieues? C'est les Parisiens, hein, qui sont quand même des fins gourmets. Eh bien ces Parisiens, le Parlement de Paris au XVIe siècle vote un édit qui interdit aux cabaretiers parisiens de s'approvisionner à moins d'à peu près une centaine de kilomètres en vin. Pourquoi? Parce que en fait Paris grossissait, la demande parisienne grossissait en vin, et les vignerons, il y en avait plein à l'époque autour de Paris, tous ces vignobles qui ont disparu après la crise du phylloxéra, eh ben faisaient pisser la vigne en mettant beaucoup d'engrais, etc., de fumier, et en faisant des tailles longues, et du coup la qualité de ces vins était de plus en plus exécrable, et donc pour avoir des meilleurs vins à Paris, eh ben on a voulu forcer les cabaretiers à élargir le champ de leur approvisionnement, et donc vous prenez une centaine de kilomètres, vous arrivez à peu près à Château-Thierry, à la Champagne, et donc évidemment ça a considérablement servi le vignoble de Champagne. Donc ça c'est des aspects un peu géopolitiques, mais il y en a d'autres encore. Vous avez aussi le fait qu'il y avait beaucoup de grands aristocrates en Champagne qui étaient bien en cour et qui étaient des grands ambassadeurs évidemment du vignoble de Champagne. Et je pense notamment à une famille, voilà exactement, les Brulart de Sillery, cousins des Philippona. Plusieurs alliances entre les Brulart et qui étaient ministres d'Henri IV. Et donc évidemment, ils ont poussé les vins de Champagne à la cour contre les vins de Bourgogne. Et ça, c'est un autre aspect très important, c'est cette grande bataille qu'il y a eu au XVIIe siècle entre vins de Bourgogne et vins de Champagne. Lesquels devait-on prescrire à Sa Majesté pour la guérir de ses crises de goutte? Alors au début, le premier médecin lui a prescrit des vins de Champagne, et ça tombait bien parce que pour le goût, on sait que Sa Majesté les préférait. Et puis après, il a changé de médecin malheureusement. L'ignoble Fagon lui a prescrit du Bourgogne, au diable la Champagne et l'acidité mauvaise de ses vins, et donc voilà, et donc la Bourgogne a eu la préférence. Et alors pour continuer là-dessus, pour aller presque un petit peu au bout de tout ça, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que donc dans cette bataille contre les vins de Bourgogne, on avait un petit problème. C'était la question de la couleur justement. Et au XVIIe siècle, la mode est de plus en plus au vin avec une couleur plus prononcée. Et évidemment, en Champagne, vous l'avez compris, c'est quand même un peu compliqué avec le soleil qu'on a d'avoir des vins avec une couleur forte. Et heureusement, c'est au XVIIe siècle que la Champagne va construire son identité propre, se démarquer un peu plus de la Bourgogne, arrêter de vouloir toujours se comparer à ce modèle, à ce parent, et en développant justement, eh bien, les vins blancs produits à partir de raisins noirs. Et ça, c'est une innovation véritablement champenoise, on le sait, c'est la première trace, elle est en Champagne au XVIIe siècle, cette capacité par un pressurage délicat à partir du pinot noir, ce qu'on appelait le morillon à l'époque, d'obtenir ce qu'on appelait un vin gris, qui était un vin blanc à partir de raisins noirs. Alors, le vin gris est terme est trompeur, parce qu'aujourd'hui, vin gris, on parle souvent d'un vin qui est un petit peu rosé, et donc là, à l'époque, c'était un vin blanc. Alors, parfois, il y avait cet œil de perdrix qu'on pouvait avoir, qui était le signe souvent de récolte un peu plus mûre, et donc qui pouvait être un signe de qualité parfois. Voilà. Merci Yves. Peut-être avancer un petit peu dans le temps et parler des débuts de la maison Philippona, parler de Pierre et d'Auguste. On est au début du XXe siècle, si je ne me trompe pas. On franchit les siècles. Pendant les 4 premiers siècles, la famille a plutôt développé son activité personnelle. C'était des individus qui travaillaient, pas une entreprise. À partir du début du 19e siècle, on voit se constituer une activité de négoce de vin de place, de négoce de vin en vrac plus importante. On voit apparaître des étiquettes portant le nom Philippona, toujours dans le cadre d'activités personnelles, d'activités de propriétaires, comme on disait à l'époque, de récoltants, comme on dirait aujourd'hui. Et ces premières étiquettes apparaissent vers 1840, 1850. J'en ai une collection, il y en a quelques-unes qui sont reproduites dans le livre. Et puis en 1910, mon arrière-grand-père enjoint à ses 2 enfants de ne surtout pas être vignerons comme lui, sans quoi ils crèveraient, c'est les mots qu'il a eus, et les poussant à s'engager dans une activité commerciale de diffusion et de vente de bouteilles de champagne habillées sous leur marque. Et c'est là que naît véritablement la maison de Champagne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc il s'appelait ses 2 frères, Pierre et Auguste. Moi je suis le descendant d'Auguste,
Ma chère cousine qui est là est la descendante de Pierre. Mes chères 2 cousines d'ailleurs, qui sont là, sont toutes 2 descendantes de Pierre. Alors, donc, on parlait de ce début du XXe siècle. Peut-être que ça peut être bien de recontextualiser et d'expliquer tout ce qui s'est passé tout au long du XIXe siècle, qui est quand même une quête de perfectionnement technologique pour la Champagne, qui est vraiment ce siècle à la fois d'expansion commerciale et d'innovation. Yves, est-ce que peut-être nous préciser comment peu à peu on va apprendre à maîtriser aussi bien il y a un mot de la maîtrise technique qui commence à la fin du premier tiers du XIXe siècle. Tout le process, moi, je pense qu'on va peut-être même revenir un petit peu encore plus en arrière, parce que finalement, on était au vin gris, et on pourrait se demander la bulle dans tout ça, comment est-ce qu'elle est arrivée? Alors, faut savoir qu'on a parlé du caractère septentrional de la Champagne. Alors aujourd'hui, on vendange à la fin du mois d'août. À l'époque, il arrivait qu'on vendange début novembre. Et évidemment, les premières fermentations avec le froid qui y avait, surtout qu'on descendait pas, on n'avait pas des bâtiments thermorégulés à l'époque, donc le froid pouvait couper la fermentation et celle-ci reprendre au printemps dans les tonneaux. Et d'ailleurs, dans les poèmes médiévaux, dont ceux d'Henri d'Andelys, on parle du champagne comme de messire pétard de Châlons qui fait enfler les talons. Ce qui prouve bien qu'il y avait ce petit caractère quand même pétillant. Caractère pétillant qui, comme le soulignait Laure à raison, était plutôt vu comme un défaut que comme une qualité. Les barriques ne sont pas des contenants hermétiques, et donc ce côté pétillant s'en allait. Qu'est-ce qui se passe à la même époque en Angleterre, au XVIIe siècle? Au XVIIe siècle, le roi d'Angleterre interdit l'usage du bois à ses industriels pour renforcer sa puissance navale. Ils utilisent du charbon. Avec le charbon, ils perfectionnent leur technique de production du verre. Ils arrivent à obtenir un verre noir plus résistant. Et les marchands londoniens prennent l'habitude de tirer les vins en bouteille pour mieux les conserver. Évidemment, le même phénomène qui se produisait dans les tonneaux se produit dans les bouteilles, et un peu accidentellement, un peu par hasard, le vin de champagne effervescent naît. Et en plus, il y a à l'époque une aristocratie anglaise qui cherche à se démarquer parce qu'elle a été un peu marginalisée du pouvoir, et donc ces jeunes aristocrates trouvent très snob de faire mousser les bons vins de champagne, ce qui a le don d'ailleurs d'agacer Saint-Évremont et les bons champenois qui se demandent vraiment ce qu'on fait avec leur bon vin. Néanmoins, voilà, les champenois qui sont des fins négociants, et je dirais que c'est quand même ça le grand génie des champenois, c'est de toujours s'adapter au goût du consommateur plutôt qu'à son propre goût. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont suivre cette mode de la mousse, mais surtout, et c'est là, c'est très important, ils vont la maîtriser. Et ça, c'est fondamental, parce que la maîtrise de la seconde fermentation, c'est les champenois qui l'ont mise au point. Et notamment, et c'est là on va peut-être d'ailleurs bientôt rejoindre l'histoire de Philippona, au 19e siècle, il faut savoir qu'au début, le champagne, c'est un peu une aventure, c'est un peu une spéculation, parce que selon la quantité de sucre que vous ajoutez dans la bouteille, vous pouvez faire exploser les bouteilles. Parce qu'il faut connaître la quantité de sucre résiduel. Et ça, pour ça, en fait, pendant longtemps, on n'a eu aucun moyen de connaître la quantité de sucre résiduel dans le vin pour savoir quelle était la quantité de sucre à ajouter pour avoir une seconde fermentation optimale. Voilà, c'était ça le nœud du problème. Et donc, on avait beaucoup de casse. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait surtout ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc c'était souvent des négociants du textile qui, à côté de ça, faisaient du commerce de champagne, mettaient à disposition leur grand réseau commercial, et voilà. Et c'est aussi pour ça que c'était un produit de luxe, parce que c'était extrêmement coûteux en fait à produire. Ça pouvait coûter 3 fois le prix d'un Grand Bourgogne à cause de toutes ces pertes qu'on pouvait avoir. Donc début 19e siècle, un certain pharmacien qui s'appelait Jean-Baptiste François, qui était chalonnais, met au point cette technique grâce au gluconomètre de Cadet de Vaux, qui permet de connaître la quantité de sucre résiduel et quelle quantité de sucre il faut ajouter au tirage pour avoir une bonne seconde fermentation. Mais c'est pas là, ça s'arrête pas là. Après ça, il y a eu des travaux aussi très pointus sur les levures et sur l'efficacité des levures, notamment par Émile Manceau. Quelle devait être la composition du vin pour avoir des secondes fermentations optimales, parce qu'on s'apercevait qu'on avait parfois des secondes fermentations qui allaient pas forcément jusqu'au bout, et donc les autres éléments, comme par exemple l'azote, etc. Il y a 2 éléments dans le vin qui sont à examiner. Émile Manceau aussi, à la fin du 19e siècle, s'est aussi beaucoup intéressé aux différents goûts que laissaient les différentes levures. Et
je voudrais souligner le rôle important des pharmaciens. Et c'est là où on rejoint l'histoire de Philippona. Le rôle très important des pharmaciens en Champagne. Les pharmaciens en Champagne ont été les premiers œnologues. Et justement, le premier chef de cave, voilà, le premier chef de cave de Philippona, ce qui s'appelait... Voilà, Louis Bolland, eh bien, était un biologiste, fils de pharmacien, qui utilisait l'officine de son père pour faire tous ses essais et qui a fondé un laboratoire d'œnologie, qui a créé une des premières levures qui a été commercialisée. Probablement à partir des levures qui sont encore commercialisées. Pendant l'entre-deux-guerres, notamment par Louis Bolland. D'autres biologistes s'appelaient à la même tâche, mais il a été lui-même très impliqué dans ses travaux. Si j'ai bien lu votre ouvrage, je crois qu'il a eu un autre rôle important aussi en termes de conseil d'acquisition d'une parcelle. Tout à fait, oui, Louis Bolland. J'en profite, mais ça peut être... C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, il a fait beaucoup de choses. J'ai lu l'ouvrage. Louis Bolland, c'est lui qui a inventé les benthoalginates pour favoriser le remuage. Il a été le premier à, peut-être pas les inventer, mais en tout cas commercialiser des collages dans les bouteilles qui facilitent la descente du dépôt, qui évite qu'il colle à la paroi de la bouteille depuis l'intérieur, ce qui rendait le remuage très difficile. Donc il a été très actif dans le développement de ces techniques plus modernes, et il a conseillé à son employeur, ou presque associé, Pierre Philippona, d'acheter le fameux Clos des Goisses, dont on est évidemment toujours propriétaire aujourd'hui, et qui était là juste à côté, qui n'attendait qu'une rénovation, puisqu'après la crise phylloxérique, il était à moitié à l'abandon. Mais c'est Louis Bolland qui a eu l'idée de le renouveler, de le rénover, de le reconstituer au moment de la reconstitution phylloxérique. Plutôt une bonne idée. Plutôt une bonne idée, mais à l'époque, personne n'en voulait. À l'époque, tout ça était en friche, c'était très difficile à travailler, et la moitié du Clos des Goisses était tout simplement abandonnée quand il l'a acheté en 1935. Il a acheté 2,40 hectares à l'époque, la partie centrale du Clos des Goisses, et puis petit à petit, on a acheté ou échangé toutes les parcelles de ce coteau sud de Mareuil, et on est aujourd'hui à 5,83 hectares dans les assemblages commercialisés, et bientôt un peu plus, bientôt à presque 8 hectares avec 2 autres échanges que nous avons faits récemment. Revenons aux pharmaciens. Pour parler du clos, ce que j'ai trouvé passionnant dans cette recherche, c'était la découverte de la maison Boucher, qui a été l'ancienne propriétaire du clos, qui était la première à vendre, non pas le Clos des Goisses, parce que ça c'est vous qui en avez fait un clos avec la Revue des Vins de France, mais le vin des Goisses, maison qui avait quand même une filiale aux États-Unis au milieu du 19e siècle, filiale qui commercialisait aussi d'ailleurs les eaux de Saint-Yor, c'est assez amusant. Et cette maison était assez en pointe technologiquement, parce que c'est une des premières maisons qui a mis au point une technique pour les bouchons, pour voir lesquels étaient défectueux, en les mettant à tremper pendant plusieurs jours dans l'eau, et ceux qui étaient marbrés, voilà, avec des traces, c'était ceux qui étaient défectueux. Et cette technique a été juste améliorée par un Louis Saléron, qui a mis ça sous pression, voilà, mais pour accélérer le process. Donc c'était une maison importante qui était aussi à Mareuil-sur-Ry, je crois. Et c'est une maison qui a fait faillite parce que la famille se servait un petit peu trop au niveau des intérêts, je crois. Mais voilà, au grand train, voilà. Voilà, donc pour le clos, et puis je vous laisse peut-être sur la suite du développement de la guerre et de l'après-guerre. Oui, on peut dire en passant que les Bouchers sont des cousins, puisqu'on descend de Rosalie Boucher. Donc non seulement on passait, enfin nos parents, nos grands-parents passaient devant le Clos des Goisses presque tous les jours, mais ils le connaissaient par une alliance familiale. Parce qu'à Mareuil, tout le monde était plus ou moins cousin, à Haï aussi. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, on a un peu les yeux qui se croisent.
parce qu'on s'est marié entre cousins pendant 5 siècles, ça laisse des traces. Alors, un petit peu avant cela, la maison s'est développée sous l'inspiration de Pierre Philippona, donc l'un des 2 frères qui a survécu à la Première Guerre mondiale. Mon propre grand-père étant mort en 1918. Donc tous les 2, ils avaient déjà eu cette idée de se lancer dans le commerce du vin de Champagne avec une marque à leur nom. Ils avaient racheté une petite maison, et pas si petite d'ailleurs pour l'époque, qui existait déjà à Mareuil, qui s'appelait Albert Vallet. Et ils avaient donc commencé à transformer cette maison en imposant des étiquettes familiales sur les bouteilles. Pierre a continué le travail qu'ils avaient entrepris à 2. Il a continué à développer le vignoble à une époque de grande crise, mais où il a su saisir les opportunités pour augmenter le vignoble de la maison et la développer commercialement. Et puis, après la guerre, et notamment sous l'égide de son gendre, Michel Collard, que la maison a pris un essor commercial plus moderne, plus conforme à ce que font les grandes maisons, c'est-à-dire notamment l'exportation. Et aujourd'hui, ce que je fais chez Philippona, ce qu'on fait chez Philippona, est dans la suite de cette ambition de créer une marque peut-être pas très grande en volume, mais une marque internationale avec une réputation universelle. Aujourd'hui, on exporte Philippona dans 60 pays et je pense qu'on a une réputation qui s'installe dans la plupart de ces pays, à commencer par la France, mais aussi historiquement en Italie, puis en Belgique, puis en Suisse, puis en Angleterre, puis aux États-Unis, puis en Asie, etc. Charles, vous avez très justement parlé de crise pour parler des années d'entre-deux-guerres. Yves, ça peut peut-être être intéressant que tu nous rappelles ce qu'a été cette période très compliquée pour les régions viticoles françaises. Vous prenez les expéditions de Champagne à la veille de la Première Guerre mondiale, elles étaient à un petit peu plus de 30 millions de bouteilles. Et vous arrivez au début des années 50, on est encore à des expéditions qui sont à un peu plus de 30 millions de bouteilles. Une stagnation totale. Alors aujourd'hui, on va terminer à quoi? 330 millions et voilà. On battra peut-être pas le record de 2007, mais pas loin. Et en chiffre d'affaires, on est en train de tout pulvériser. Voilà. Donc voilà, juste une idée en tout cas de cette période de marasme qui a été d'abord la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, je vous apprends rien, hein, c'est la ligne de front qui traverse la montagne, avec des villages comme Verzenay qui passent de, je crois que c'était 500 hectares à la veille de la guerre à 75 hectares au lendemain. Voilà, des paysages de savare, mais les vignerons aussi qui sont mobilisés et qui par conséquent peuvent pas lutter contre le phylloxéra avec le sulfure de carbone. Et ils peuvent pas faire ce travail constant de prévention et de traitement. Donc en 4 ans, en fait, le phylloxéra va progresser davantage qu'il n'avait progressé en 30 ans. Donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est une guerre aussi qui est fratricide. Hein, il faut rappeler qu'il y avait beaucoup de maisons qui appartenaient à des familles allemandes. Toutes n'avaient pas demandé la nationalité et certaines ont été confisquées. Et je pense notamment à la maison Moum qui a été confisquée et revendue au lendemain de la Première Guerre mondiale. Donc beaucoup d'éléments. Ensuite, les années 20, vous avez la prohibition. La prohibition, on mesure pas tellement, mais sur les trentaines de millions de bouteilles qu'on vendait dans les années 1900, il y avait 4 500 000 bouteilles qui partaient aux États-Unis. Donc vous imaginez un petit peu la claque. Plus une bouteille sur le marché américain. Bon, rassurez-vous, on s'est tout de suite très bien organisé. Au syndicat du commerce des vins de Champagne, qui était l'ancêtre de l'Union des maisons de Champagne, il y avait un petit comité qui était présidé par un Heidsick qui organisait tous les contacts avec les bootleggers qui étaient à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui avait une consommation extraordinaire de champagne à l'époque. Voilà, et donc tout ça partait vers les États-Unis. Voilà, vers les États-Unis. Ça nous a coûté un petit peu cher dans les années 30 parce que quand il y a eu l'abolition de la prohibition, les Américains se sont un peu vengés et ils ont taxé très fort le champagne parce qu'ils savaient qu'on n'y avait pas été avec le dos de la cuillère. Il y a eu aussi certains anciens bootleggers dont on a eu un peu de mal à se débarrasser parce que c'était quand même des contacts avec des gens qui étaient un petit peu mafieux, qui avaient tendance à faire chanter les maisons de champagne avec leurs anciennes factures.
pour devenir leurs agents officiels locaux voilà aux États-Unis et garder la place. Donc voilà, la transition a été compliquée à négocier, mais voilà, mais aujourd'hui ça fait partie de l'histoire et finalement du mythe du champagne et voilà, donc un autre élément à gérer. Puis évidemment la crise des années 30. La crise des années 30, c'est un moment où on vient de finir toute la replantation, où l'Aube en plus vient d'être intégrée en 1928, parce que vous savez qu'il y a eu une grande lutte sur la délimitation de 1908, et donc l'Aube qui a bataillé dur pour intégrer la Champagne, en s'appuyant sur le fait que les négociants depuis le milieu du 19e siècle s'approvisionnaient dans l'Aube, et on est bien content de les avoir aujourd'hui. Voilà, surtout qu'on peut considérer que l'Aube est une pièce importante du puzzle champenois, parce que c'est un peu par l'Aube que le savoir-faire monastique bourguignon est passé vers la Champagne, hein. Donc on peut aussi voir les choses de cette manière. Et donc toujours est-il que on a eu une appellation qui a jamais eu autant de potentiel pour produire, et clac, on se prend une crise internationale. Et chute de la consommation, et donc là il va y avoir une espèce de deal entre les vignerons et les maisons, c'est-à-dire que les maisons en fait sont conscientes qu'il faut que si elles veulent que les vignerons restent et dans les années à venir, quand le champagne repartira à avoir encore des approvisionnements, il va falloir faire quelques concessions économiques quand même, et donc ils vont accepter que le prix du raisin soit fixé chaque année en concertation avec le président du syndicat général des vignerons, et que ceux qui ne respectent pas le prix du raisin perdent le droit à l'appellation. Ils vont fixer aussi chaque année, comme aujourd'hui, la fixation du prix a disparu, mais par contre la fixation du rendement est toujours là. Ils vont fixer aussi chaque année le rendement en fonction des capacités du marché à l'absorber. Donc évidemment, ça va permettre de mieux traverser la crise des années 30. C'est un élément qui est quand même assez important. Voilà. Et puis en même temps, il y a cette création de l'appellation en 1935 avec donc on va bien au-delà de la délimitation. Là, on va réguler tous les usages champenois, on va homogénéiser les systèmes de taille. Donc on va aussi légiférer sur le pressurage, etc. Tout ça toujours dans le même sens, réduire la quantité au profit de la qualité, ce qui est la meilleure réponse dans une période de crise. Donc voilà, donc la Champagne s'en sort bien, construit en fait son modèle interprofessionnel qui permet de répartir la richesse entre vignerons et négociants, et qu'elle a conservé, et c'est avec ce modèle-là qu'elle va pouvoir ensuite profiter pleinement finalement des 30 Glorieuses. Et puis après on a la Seconde Guerre mondiale, autre crise importante pendant laquelle on est occupé, et on a un Sonderführer qui s'appelle Otto Kleibisch, qui est lui-même l'ancien agent de la maison Lançon, qui sait très bien quel est l'état des stocks des maisons de champagne, et qui va mettre en fait en coupe réglée la Champagne avec des ventes obligatoires. Et donc le grand danger que va connaître la Champagne, c'est de voir son stock en fait se réduire, parce que la consommation allemande est très forte. Ça doit être aux alentours de 65 millions de bouteilles qui vont rafler en 4 ans. Alors bien sûr c'est payé, mais à des prix relativement pas très élevés, et contrôlés bien évidemment. Puis ça fait aussi que les maisons de champagne perdent une partie de leur clientèle civile au bout du compte. Donc voilà, donc il s'agit on va essayer de répartir ce fardeau entre les maisons, parce que on se presse pas au portillon pour livrer à l'armée allemande. Et donc voilà, et puis il va y avoir des tas de négociations. Les championnats vont dire d'accord, on vous produit ces bouteilles-là, mais en échange, vous nous rapatriez, par exemple, les prisonniers de guerre. Et on va rapatrier, des centaines de prisonniers de guerre grâce à ça. Mon propre père, René, qui a été longtemps le chef de cave de maison Moët-et-Chandon, a été libéré en 1943 pour faire du champagne. Les Allemands étaient très bien organisés, ils savaient qu'il était chef de cave, on disait pas encore œnologue à l'époque, le diplôme n'existait pas. Et il a donc été libéré en 1943 pour aller travailler dans la maison Irois à Reims, qui est aujourd'hui Tétinger, à cette occasion-là. Le marché russe est très important, et que les révolutions russes mettent à mal une clientèle fidèle, très très importante pour de nombreuses maisons. C'est un grand marché. Donc à partir de 17, le marché russe s'effondre, et ils vont continuer à faire on va essayer, je ne sais pas, et voilà.
aussi la Et ce qui est magnifique, c'est qu'on voit à travers toute cette histoire, à travers les 5 siècles, on voit comment la Champagne et les champenois et les vinificateurs champenois ont survécu aux crises et ont su rebondir après les crises. Le vignoble s'est maintenu, l'activité champenoise s'est maintenue et l'ambition de qualité qui était déjà là dans les vins de rivière au XVIe siècle s'est maintenue. C'est assez magnifique. Au XVIe siècle, on était à la fin des guerres d'Italie. Au XVIIe siècle, on avait la guerre de 30 ans. Au XVIIIe siècle, on avait les aventures désastreuses de Louis XIV dans le Palatinat, etc. Et puis ensuite, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. On a réussi à s'organiser et à se développer à travers toute cette histoire. Je pense que c'est assez beau et que ça démontre la résilience, comme on dit aujourd'hui, c'est un mot à la mode, de nos belles populations champenoises, qui sont persistantes, qui sont peut-être parfois un peu austères, travailleuses et ambitieuses. Je vais faire une petite digression, parce que vous parliez justement pendant la Seconde Guerre mondiale, de ces Allemands amateurs de vin, de ce trafic qui a pu se mettre en place. Je voulais faire un parallèle avec le monde de l'art, puisqu'en fait on retrouve la même chose, parce que c'était des amateurs de vin, mais aussi de grands amateurs d'art. Et il y a eu au sein du marché de l'art le même type d'opération qui s'est mise en place, des œuvres qui ont été achetées à des prix très très bas par des particuliers et par les musées allemands, et c'est notamment le cas de notre fameux buveur de champagne attribué à Alexis Grimoux, qui est présenté dans la section champagne du musée, qui a été acquis à une galerie parisienne à un prix très très bas par un musée allemand. Mais il y a beaucoup d'autres exemples. Les Allemands aimaient beaucoup l'art du XVIIIe siècle français, le côté très raffiné du XVIIIe siècle français. Mais c'est d'ailleurs souvent le cas, ce parallèle qu'il y a entre le monde du vin, cette appétence pour le monde du vin et le monde de l'art. Voilà. C'était une parenthèse. Il y a un truc amusant sur ces histoires de... Les Allemands étaient là chez eux. Ils étaient comme Gott im Frankreich. Ils étaient, voilà, ça c'est la définition du bonheur pour un Allemand, c'est être comme Dieu en France. Et ils étaient là pour rester, et donc ils ont organisé l'économie. Même une économie de guerre était organisée. Et c'est assez paradoxal d'ailleurs, on n'ose pas le dire, mais je crois qu'il faut oser quand même. Notre interprofession s'est structurée pendant la guerre, à la demande de la profession évidemment et des Allemands pour organiser cette réquisition, mais pour organiser aussi l'approvisionnement en bouteilles, l'approvisionnement en sucre, etc. Et les champenois ont su transformer ça au sortir de la guerre en un outil d'unité pour l'ensemble des professions de la Champagne, et notamment une unité du négoce des vins de Champagne et des vignerons de Champagne pour continuer à assurer la prospérité de tous. Et ça, c'est quelque chose qui perdure aujourd'hui. C'est assez beau. De la même manière que dès la fin du XIXe siècle, au moment de la crise phylloxérique, ils s'étaient déjà associés dans l'association viticole champenoise, qui perdure elle aussi, l'AVC, qui est l'ancêtre de l'interprofession, pour reconstruire le vignoble en replantant des plants greffés. On peut peut-être en profiter pour citer un Philippona, justement, puisqu'on parle de l'AVC. Oui, des Philippona qui ont fait partie de tout ça, notamment Gustave Philippona, dont le fils Jean a fait don de certains objets. Par exemple, un magnifique pal injecteur qu'on voit dans la section Champagne du musée. Les fonds d'archives Gustave et Jean Philippona appartiennent donc, Gustave Philippona, qui était maire d'Ailly en 1911, qui avait logé le capitaine des Dragons chez lui. Tout le monde lui avait pas pardonné. Donc Gustave Philippona, maire d'Ailly, directeur du vignoble de Perrier-Jouette. Ouais. Vous êtes partout. Ici dans la maison Vous êtes Perrier. partout, les Philippona. Nous sommes ici à la maison Perrier, et qui était en quelque sorte, même si le titre n'existait pas, le directeur technique de l'AVC dès la fondation par Gaston Poitvin, avec les conseils de Georges Chapa, etc. Voilà, donc il a été très actif dans cette activité de reconstruction au bénéfice de tous les champenois, maison comme vignerons. Parce qu'il était lui-même les deux. Gustave Philippona était lui-même négociant. Alors, il n'est pas directement lié à la maison Philippona d'aujourd'hui parce que c'était une autre branche cousine de la famille, mais très proche. Ils habitaient dans la même rue à 2 maisons d'écart. Ici, on parlait Saint-Vincent, ça ne s'invente pas. La rue Saint-Vincent, vous connaissez tous le fameux vendangeoir Saint-Vincent. Voilà, c'est cette rue-là. Et alors aujourd'hui, justement, la maison Philippona,
Comment vous vous inscrivez entre continuité historique, tradition et souhait d'innover, de se positionner peut-être autrement avec vos cuvées, votre inscription, le lien avec les terroirs. On est profondément ancré dans une tradition très ancienne et une tradition qui n'a pas changé de lieu pendant tous ces siècles. Et ce lieu est important parce que c'est le cœur même de la Champagne. Ailly, c'est le cœur géographique de la Champagne. C'est là qu'est née la réputation du champagne avant même qu'il soit effervescent. C'est là que les plus belles maisons traditionnelles sont nées, y compris certaines qui ont migré et qui ne sont plus installées à Ailly. On peut citer les vieilles familles d'Ailly, les Philippona bien sûr, mais aussi les Bilcar, les Gosset. On peut citer d'autres maisons qui ont choisi de s'installer à Ailly parce que c'était le cœur qualitatif de la Champagne. Deutz, évidemment. Bollinger, évidemment. Mais d'autres maisons qui sont aujourd'hui à Épernay sont également nées à Ailly. De Venoge est né à Ailly. Paul Roger est né à Ailly. Il y a encore des Roger à Ailly. Bessera est né à Ailly. Et j'en oublie certainement certaines encore. Alors on a voulu, et on veut toujours aujourd'hui, s'inscrire dans cette longue tradition, qui est une tradition de qualité, qui est une tradition de grands crus, de premiers et de grands crus assis sur la craie, et qui est aussi une tradition d'un cépage, du cépage historique, du cépage fondamental de la Champagne, qui est le Pinot Noir, avant l'invasion de cet hybride moderne qu'est le Chardonnay. Voilà. Mais nous sommes restés fidèles pendant 5 siècles au Pinot Noir, tout en acceptant quand même de nous marier un peu au Chardonnay parfois, pour essayer de faire des vins de la plus haute qualité possible. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui caractérise ces maisons soit familiales, soit encore à structure familiale de cette petite région de la Champagne, c'est l'ambition qualitative. Et c'est quelque chose qu'on partage avec quelques autres maisons. Je discutais cet après-midi même avec Claude Giraud, de Champagne-Giraud à Ailly, autre très vieille famille d'Ailly, famille cousine par les Aymard, si ça vous dit quelque chose, chère cousine, qui me disait qu'il voudrait pendant la semaine du Champagne au mois d'avril prochain qu'on se réunisse entre maisons d'Ailly et de Mareuil pour faire quelque chose autour du Pinot Noir. Et donc on va le faire, parce que moi c'est quelque chose à quoi je pense depuis longtemps. Je pense qu'on a le devoir, entre Maison d'Ailly ou de Mareuil-sur-Ailly, de montrer qu'on a une personnalité qui mérite d'être mise en avant d'une façon un petit peu collective. Et puis ensuite, chaque maison retrouve son indépendance dans sa promotion commerciale, évidemment. Mais je pense que revenir aux sources du Pinot Noir en Champagne, c'est quelque chose de très utile, parce que c'est à quoi on se dédie depuis 5 siècles. Le noirien, ce Pinot Noir qu'on appelle aussi comme ça, le noirien. Le noirien, oui, les noiriens. Oui. On appelle les noiriens les cépages de la famille du Pinot Noir. Le Chardonnay en est un. Le Chardonnay est un descendant du Pinot Noir. Les autres Pinots aussi, le Pinot Meunier, le Pinot Blanc, etc. Et même d'autres cépages que la génétique aujourd'hui nous permet de rapprocher du Pinot Noir, comme la Syrah. Tout à fait. Tout à fait. Yves, toi qui as travaillé sur l'histoire de beaucoup de maisons de Champagne, qu'est-ce qui, selon toi, fait la singularité de la maison Philippona dans ses orientations, dans les différents jalons de son développement? Je pense qu'il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est l'idée que on fait du vin avant de faire du champagne. Voilà. Et c'est pas pour dénigrer le champagne, hein. Mais c'est vrai que voilà, il y a une approche vraiment très soucieuse de la diversité des parcelles, un travail très fin, voilà. Quand on va dans le Clos des Goisses, on a l'impression de se balader dans un jardin, hein. C'est assez impressionnant. Voilà, tout est fait à la main. Donc il y a tout ce côté-là. Et puis je pense qu'il y a eu, vous faites partie des maisons aussi qui ont réintroduit, par exemple, les vinifications sous bois. Et ça c'est intéressant parce que si vous voulez, on est dans une Champagne qui se standardisait un petit peu au niveau du goût, et je pense que vous avez rapporté un petit peu de complexité, voilà, et avec des approches en plus qui sont intéressantes. Moi j'ai appris des choses, par exemple j'avais des a priori sur les fûts neufs, voilà, vous me disiez oula, ça c'est ce genre de choses qui boisent un peu. Eh bien vous m'avez appris que voilà,
que les tanins, les tanins des fûts, disons avec quelques vinifications, c'était des tanins qui pouvaient aussi ramener de la fraîcheur sur les vins. Et voilà. Et donc je trouvais ça, voilà, j'ai trouvé justement votre approche très rafraîchissante. C'est assez intéressant parce que pour faire mieux, pour progresser, on est retourné ou on est resté un petit peu en arrière. Moi, j'ai une sorte de devise ou de façon de faire qui est la suivante, c'est qu'il ne faut rien faire qu'on ne pouvait pas faire il y a une centaine d'années. L'œnologie, c'est quelque chose d'assez simple finalement. Il s'agit de fermenter du jus de raisin. Le jus de raisin, ça fermente tout seul. Si vous le laissez tranquille, il va se mettre à fermenter tout seul. La difficulté, c'est de le maîtriser, et de le conduire vers la qualité et vers un certain style de vin. Mais les techniques qu'on utilise aujourd'hui sont identiques à celles qu'on utilisait il y a plus d'une centaine d'années, et peut-être même 200 ans, mais avec moins de maîtrise. Parce qu'à l'époque, évidemment, il n'y avait pas de contrôle thermique des fermentations, il n'y avait ni climatisation, ni circuit de refroidissement des cuves. On n'avait pas bien compris l'action des levures avant Louis Pasteur, et même à l'époque de Louis Pasteur, on n'avait pas sélectionné les bonnes levures, etc. Mais on pouvait déjà faire la même chose. On pouvait déjà travailler dans des fûts, laisser fermenter du mou dans les fûts, et une partie de ces vins était excellent, et puis une autre partie était plus médiocre et servait à autre chose, devenait des vins de cabaret. Et donc je crois qu'on peut rester avec dans cet esprit-là, quand tout ce qu'on fait, c'est faire fermenter du jus de raisin le mieux possible, pour le conduire le plus loin possible, et on retrouve des choses que nos ancêtres connaissaient intuitivement, comme cette idée que, loin d'oxyder les vins, les tonneaux, des barriques de chêne bien maîtrisées, au contraire, apportent des tanins qui permettent de stabiliser leur stabilité face à l'oxydation. Et aujourd'hui, comment la maison Philippona se positionne dans une démarche durable, éco-responsable et de respect de la plante, de la planète Progressivement et depuis assez longtemps, on a essayé de faire les choses de la façon la plus écologique possible. Déjà, quand moi je suis arrivé et que j'ai pris la responsabilité de la maison en 2000, il y a des choses qui étaient en place. Par exemple, on utilisait déjà uniquement des amendements organiques et aucune fertilisation de type minéral. On n'utilisait déjà plus d'insecticides. On était déjà comment est-ce que ça s'appelle, en confusion sexuelle. C'est pas ce que vous pouvez croire. Il s'agit d'empêcher les petits insectes de se reproduire entre eux pour qu'ils soient moins nombreux. Et puis par la suite, on a progressé, après que je sois arrivé, vers l'abandon progressif des herbicides. Le dernier endroit dans lequel on a abandonné totalement l'usage d'herbicides, c'est le Clos des Goisses. Parce qu'avec la pente, c'est extrêmement difficile de maîtriser l'herbe. Donc on a fini par se dire, après tout, c'est simple, on va faire comme nos ancêtres, on va sarcler à la main. Donc on a recommencé à sarcler toute la partie non accessible par des machines, par des tracteurs du Clos des Goisses à la main, ce qui était un travail infernal. Et depuis quelques années, on a réintroduit des choses qui se faisaient, mais pour faire des labours il y a 40 ou 50 ans. Ce sont des treuils, comme dans les vignobles de montagne, en Suisse ou en Savoie. Donc des treuils qui permettent cette fois de faire un labour léger, qui s'apparente à un sarclage. Puis on est en train aujourd'hui de faire des expériences avec des couverts végétaux pour garder quand même un peu de végétation au milieu des rangs, de manière à éviter l'érosion. Parce qu'en sarclant toute la surface de la vigne, on favorise l'érosion. Et puis on est en train d'adapter sur des outils qui entrent dans les rangs de vignes, des petits chenillards, puisqu'on arrive aujourd'hui à avoir des chenillards un petit peu plus courts, un petit peu plus manœuvrants, d'adapter sur eux des systèmes de charrues qu'on appelle bidourets, qui permettent de sarcler sous le rang de la vigne, sans labourer le milieu du rang, dans lequel on pourra tondre l'herbe en adaptant là encore des tondeuses derrière ce petit appareil. Voilà, donc on est en réflexion permanente pour essayer de faire les choses à la fois les plus propres possibles, les plus durables possibles et aussi les plus pratiques possibles, de manière à combiner la durabilité de notre travail et la qualité du travail viticole, et de là évidemment la qualité du raisin, et de là encore la qualité du vin. Parce que l'objectif numéro 1 pour moi, c'est la qualité du vin.
L'objectif numéro 2 seulement, je n'ai pas honte de le dire, c'est de le faire de la façon la plus propre et la plus écologique possible. Mais ça n'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est la qualité, évidemment. Le chapitre d'ailleurs et puis il reste après les fongicides. Voilà, dernier champ d'études très important. Aujourd'hui, on sait lutter contre l'oïdium, qui touche plutôt les raisins blancs, mais qui touche aussi parfois nos vignobles. L'oïdium contre quoi on lutte assez bien avec du soufre, donc c'est un minéral très présent dans la nature et qui est acceptable dans un cahier des charges biologiques ou écologiques. On arrive à lutter aujourd'hui contre le botrytis avec le soufre aussi, avec les traitements qu'on utilise par ailleurs contre le mildiou, sans forcément utiliser toujours de produits spécifiques, et en conduisant mieux la vigne, en l'aérant mieux, en gérant le feuillage, en effeuillant les parties, les faces de la vigne qui ne sont pas exposées au soleil. Et puis il nous reste le mildiou, qui est le gros problème, le mildiou contre lequel on a du mal à lutter sans fongicide. Il n'y a qu'un seul fongicide malheureusement aujourd'hui efficace, avec une efficacité d'ailleurs limitée, qui est autorisée en viticulture, c'est le cuivre. Et ça m'est difficile d'accepter que le cuivre soit écologique. Le cuivre est un métal toxique et est un métal rémanent dans les sols. Donc aujourd'hui chez Philipponas, c'est le dernier point qui nous empêche d'être certifiés en viticulture, en agriculture biologique. Donc aujourd'hui on fait une sorte de rotation des traitements entre le soufre qu'on utilise pour l'oïdium évidemment, qui a aussi une efficacité antifongique, le sulfate de cuivre qui continue à être un produit intéressant, mais en faisant une rotation on en utilise moins, et des huiles essentielles, des terpènes qui permettent d'apporter également un moyen de lutte antifongique tout en étant un surfactant, c'est-à-dire en aidant à faire coller les autres produits sur la végétation, en augmentant la rémanence du traitement, ce qui permet d'en utiliser moins. Et puis il y a une dernière rotation qu'on continue à faire quand même, qui est une rotation conventionnelle, avec des produits non reprotoxiques, non cancérogènes, etc., mais quand même des produits de synthèse, jusqu'à ce que les producteurs de produits phytosanitaires nous proposent enfin un produit de biocontrôle, donc un produit issu de la nature, biodégradable, absolument non toxique et efficace. Donc on attend le « et efficace ». Les huiles essentielles dont je parlais sont déjà des produits de cette nature, mais à elles seules ne sont pas suffisantes. Alors, j'espère que je suis pas trop technique. J'espère, monsieur le viticulteur là-bas, que je dis pas ou pas trop. Merci. Est-ce que Yves, tu souhaitais ajouter quelque chose? Très bien. C'était très complet. Non, c'était pas technique, c'était très très intéressant. Voilà, puis on finit donc sur la durabilité. La durabilité, quand on vient de 500 ans d'histoire, c'est quelque chose à quoi on pense tout le temps. On se dit qu'on a hérité des terroirs de nos ancêtres qui les ont cultivés pendant 500 ans et qu'aujourd'hui ils sont en bon état. On aimerait que dans 500 autres années, ils soient toujours en bon état. Voilà, qu'on fasse pas de bêtises avec, qu'on appauvrisse pas nos sols, qu'on ne les pollue pas, qu'on ne les transforme pas, qu'ils restent les plus naturels possibles. Est-ce qu'il y a des questions peut-être dans la salle ou des remarques? Les rangs sont bien orientés. Les rangs sont orientés plein sud. Voilà, donc on craint sur la face ouest un peu le soleil du soir, mais les rangs sont quand même bien orientés. On n'a pas d'exposition sud, notamment. Après, les gens me disent, mais qu'est-ce qui va se passer avec le réchauffement global? J'ai tendance à dire que le Clos des Gouasses subit déjà une sorte de réchauffement local depuis très longtemps, puisque par son exposition que tu décris, il est très solaire. Dans le Clos des Gouasses, on l'a mesuré, la
température diurne moyenne pendant la période de végétation de la vigne est environ 1,5 degré au-dessus de la moyenne de la Champagne. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans les vins, dans les mêmes proportions, ou avec une mesure similaire en tout cas. On retrouve, au moment où on atteint la maturité physiologique optimale du raisin, au sens agronomique, une richesse en sucre qui permet d'obtenir un degré alcoolique de 1,5 degré supérieur à celui de la moyenne de la Champagne. En gros, dans le Clos des Goisses, si ça fait pas 11, il faut pas en faire. Voilà. Je me souviens quand j'ai commencé à travailler en Champagne, la moyenne des degrés récoltés était 9,3. Aujourd'hui, ça c'était il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est 10,2. Donc on a pris 9 dixièmes de degré de maturité, mesuré seulement par l'alcool potentiel. Enfin, c'est quand même une bonne indication en une bonne trentaine d'années. Est-ce que c'est un problème? Pas du tout. C'est plutôt une bonne chose. Je pense que plus on se rapproche de la limite de la chaptalisation, qui est autour de 10 degrés 8, 11 degrés, c'est qu'on a des raisins mûrs. Donc, ce que nous a apporté le réchauffement pour l'instant, c'est qu'on a des raisins suffisamment mûrs, alors que dans le passé, ils ne l'étaient pas assez. La grande question, c'est qu'est-ce qui se passe à partir de maintenant? Puisqu'on est en train d'atteindre cet optimum, qu'est-ce qui se passe au-delà de l'optimum? Alors, le Clos des Goisses, d'une certaine façon, est la démonstration qu'on peut tout à fait aller au-delà de cet optimum. On a fait des récoltes dans le Clos des Goisses, on récoltait des mous au-dessus de 12 degrés, où on avait des vins terminés qui atteignaient jusqu'à 13 degrés et demi. Et ce sont des millésimes magnifiques qui ont tenu jusqu'aujourd'hui. Des choses comme 45, 43, 47, 59, 76, etc. Plus près de nous, des millésimes récents, très mûrs aussi, comme 2012, sont des millésimes absolument magnifiques. Parce que je crois que le terroir, c'est une évidence, ne dépend pas seulement de la température. C'est pas ça qui définit un terroir. C'est seulement un élément du terroir. Ce qui définit aussi le terroir, c'est d'abord les conditions pédologiques, c'est-à-dire le sol. Et on a en Champagne, et notamment dans la zone des premiers crus et grands crus, cette craie qui, même avec des acidités assez basses, laisse les vins exprimer une très grande minéralité. Donc il faut surtout pas avoir peur de ça, je pense. Et puis on peut s'adapter. On cueille les raisins plus tôt aujourd'hui qu'il y a 30 ans. La date de vendange a avancé de presque 15 jours sur cette même période d'une trentaine d'années. C'est une forme d'adaptation de cueillir plus tôt. Puis il y a d'autres choses qu'on peut faire. On peut gérer le feuillage un peu différemment. On peut le laisser monter un peu plus haut pour préserver l'acidité, pour apporter un peu plus d'ombrage au raisin. Tu parlais d'échaudage, un peu plus d'ombrage, ça évitera l'échaudage, etc. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire pour s'adapter. Et je pense que pour au moins les 50 années qui viennent, la Champagne n'a pas de souci à se faire. Maintenant, pour les 100 ou 200 années qui viennent, est-ce que les conditions vont changer à tel point qu'il faudra trouver des adaptations encore plus drastiques? Peut-être. Mais après tout, on s'est adapté depuis 5 siècles. On a traversé des périodes plus chaudes, on a traversé un petit âge glaciaire, on a survécu. Alors, on va continuer. Mesdames, Messieurs, souhaitiez-vous ajouter quelque chose ou avez-vous des questions? Oui. Alors, je pense que favoriser la biodiversité est une très bonne chose. Alors, planter des arbres feuillus au milieu des rangs de vignes, au point de ne plus pouvoir passer, je pense que c'est pas très pratique. En revanche, planter des haies autour, planter peut-être des grands arbres au bout des fourrières, ça c'est quelque chose qu'on peut faire, qu'on a déjà commencé à faire d'ailleurs. On a fait cette année, pour la première fois chez Philippona, des observations de la faune d'insectes qui peuplent nos vignes. Et on s'est aperçu que les insectes favorables à la vigne, notamment tous les arachnides, sont favorisés par la présence de fleurs. Donc on a des parcelles en bordure desquelles on a planté des sortes de bordures fleuries qui sont très très favorables. Ça c'est quelque chose qui est très bienvenu et qui n'est pas gênant pour le travail. En revanche, planter des arbres au milieu des rangs de vignes et puis pouvoir passer le tracteur, ça je n'y crois pas trop. Il y avait une et puis ça fait de la concurrence quand même. Il y avait une on remarque le faisait pour manger, on mettait des pêches, on mettait des pêchers de vigne dans les vignes.
Mais c'était pas pour aider la vigne, c'était pour les mettre sur la table. Il y avait une remarque très intéressante à l'AVC l'autre jour sur ces questions-là. D'ailleurs, c'était amusant. Il y avait deux choses qui étaient très intéressantes sur la biodiversité. C'est qu'effectivement, il valait mieux mettre des arbres autour que dans les vignes. Ne serait-ce que parce qu'on passe beaucoup en tracteur, donc vous risquez de tuer les animaux que vous allez ramener au milieu des vignes. Et ça vous avez des traitements, que cette biodiversité que vous allez ramener va pas forcément aimer. Donc tous ces animaux, est-ce qu'il faut vraiment les ramener au centre des vignes, ou peut-être est-ce que c'est pas mieux de créer des zones refuges à côté, des petites prairies, des petits bosquets, etc. Et c'est plus comme ça aujourd'hui qu'on le voit, parce qu'effectivement, ne serait-ce que le passage mécanique régulier n'est pas terrible pour les animaux que vous allez ramener. Donc ça, c'est la première chose. Et une deuxième chose que j'avais trouvé très drôle, c'était sur les abeilles, parce que de plus en plus, vous avez de plus en plus de maisons qui vous distribuent leurs petits pots de miel. Figurez-vous que les abeilles domestiques sont une concurrence pour les abeilles sauvages et pour plein d'autres petites bêtes qui butinent, et que c'est pas forcément excellent justement de multiplier ces oui, les abeilles ne vont pas beaucoup dans les vignes parce qu'il n'y a pas grand chose à butiner sur la vigne elle-même. On peut mettre des moutons, oui, bien sûr. On peut mettre, là où il y a des prairies, on peut mettre des moutons. Il faut leur mettre dans la vigne, dès que ça a débourré, il faut leur mettre une muselière. Bah, si vous mettez des chèvres ou des moutons dans la vigne, ils vont manger la vigne, tout simplement. Donc, il y a une gestion à assurer qui ne peut pas être seulement poétique. On peut mettre des petits cochons aussi. Il y a des petits cochons qui broutent très bien l'herbe, des petits cochons néo-zélandais qui sont très très bien. J'ai envie d'essayer les petits cochons. Les moutons, je veux bien. Comme si vous avez une pelouse autour de vos bâtiments, vous pouvez mettre des moutons qui vont vous tondre la pelouse, mais je les mettrai pas dans la vigne. En revanche, les petits cochons, ça peut être intéressant, ça peut être amusant. On va le faire. Ouais. Voilà. Et puis ça nous fera de temps en temps un petit rôti pour le dimanche. Parce que c'est des petits cochons, j'ai vu ça il y a pas longtemps, là, on m'a montré ça, c'est des petits cochons néo-zélandais, c'est une petite race naine, c'est des cochons qui ont une anatomie particulière qui les empêche de relever la tête. Donc ils ne viennent pas brouter la vigne, ils sont obligés de baisser la tête, et donc ils ont tendance à manger de l'herbe parce qu'ils sont herbivores, ces cochons-là. Ils ont tendance à manger de l'herbe mais pas la vigne. Les petits cochons sont très intéressants. Bon, après il y a d'autres problèmes de gestion quand même. Il faut mettre des clôtures. C'est pas forcément simple. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que on peut conclure sur les petits cochons. Oui. Et je pense que ce qui est en train de se produire, la réflexion qui se produit dans la recherche viticole et même dans la pratique viticole va vers ces solutions naturelles. Va vers une meilleure gestion des couverts végétaux, un usage maîtrisé des couverts végétaux, et pourquoi pas également la réintroduction d'une diversité ancienne, la réintroduction d'animaux, etc. Mais c'est des choses qui doivent être faites d'une manière maîtrisée. Il faut le faire et le faire sans que ce soit gênant, sans que ça nuise à la qualité, etc. Et c'est possible. C'est possible avec du travail. On parle d'emploi souvent. Dans les vignes de Champagne, aujourd'hui, il y a 30% plus de vignerons qu'il y a 30 ans pour cultiver la vigne. Dans les maisons de Champagne, en tout cas, c'est les statistiques de l'Union des maisons de Champagne. Dans le vignoble, j'ai pas de statistiques. Mais ça doit être un petit peu similaire chez les gens qui se sont mis à retravailler la vigne, et notamment oui, et puis à l'abandon du désherbage chimique, ce qui génère le plus de recours à une main-d'œuvre nouvelle qui a tendance à être diminuée. Donc rien que ça, c'est le signe d'un retour à un travail fin, à un travail soigné. 1/3 de vignerons en plus. C'est complètement à l'inverse de tout ce qu'on entend et de tout ce dont on nous accuse faussement. Aujourd'hui, c'est 28 personnes. Alors, ça rejoint ce que je viens de dire à l'instant. Quand je suis arrivé chez Philippon en 2000, il y avait 14 personnes. Aujourd'hui, 28. Donc, on n'est pas encore certifié RSE, mais on a déjà fait le boulot. Merci, messieurs.
Un grand merci. Je crois vous avez très très bien montré comment sur ces 5 siècles, les Philipponats, voilà, au-delà même de la maison, comment vous avez marqué de votre empreinte les terres, les terroirs champenois. Voilà. Je voulais aussi préciser, parce que vous avez très bien montré comment vous avez travaillé cette parcelle du Clos des Gouasses pour surmonter un certain nombre de difficultés liées, voilà, notamment à la pente. Le chapitre qui est dédié au Clos des Gouasses dans l'ouvrage explique très très bien ça, tant par les illustrations que par le texte. On comprend beaucoup mieux justement comment vous avez surmonté ces difficultés. Donc un très bel ouvrage. Je vous l'ai pas dit en propos liminaire, mais nous organisons cette conférence ce soir en collaboration avec la librairie L'Apostrophe d'Épernay, qui est donc présente dans le petit salon juste à côté de ce grand salon, donc où vous pourrez trouver cet ouvrage, et vous avez la chance d'avoir les 2 auteurs de l'ouvrage, donc si vous voulez faire dédicacer, c'est le moment, voilà. En plus on est juste avant Noël, donc voilà. Je dis rien, mais bon, ça peut faire un joli cadeau. Un grand merci à vous. Je voulais finir en disant un tout petit mot sur la prochaine date de conférence, début 2023. On parlera également de talent, de savoir-faire, d'artisanat d'art, puisque élaborer du champagne, c'est de l'art, évidemment, mais là, ça sera un autre art, ça sera l'art du vitrail, puisqu'on recevra Marine Rondeau et Pierre-Emmanuel Tétinger qui viendront nous parler de la renaissance de l'atelier Simon Marc à Reims. Donc, ça sera le 12 janvier à 18h30. Le chef d'atelier sera également présent, donc pour revenir sur l'histoire de cet atelier et puis comment il a retrouvé la lumière depuis quelques années grâce à Pierre-Emmanuel Tétinger et Marine Rondeau. C'est un cousin. Et c'est un cousin. Ouais, je vous ai dit, vous êtes partout, les Philippe. Voilà. Ma grand-mère paternelle. Bon, on doit boire des bonnes choses, hein. Ça doit être sympa là que les cousinades. François, c'est pas une famille c'est une famille de François. Voilà. Et donc le programme culturel du début d'année du 2023 du musée sera bientôt disponible. Si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, n'hésitez pas à nous le dire pour qu'on vous l'envoie, parce qu'on aura beaucoup d'événements, aussi bien des conférences, un joli partenariat avec le cinéma Le Palace. Je vous en dis pas plus, mais il y a un film très attendu, un film français très attendu qui sort début février prochain, qu'on présentera en partenariat avec le cinéma Le Palace. Donc tout ça, c'est à suivre début janvier. Et puis oui, en février, on voyagera dans le Caucase, en Géorgie. Alors, non pas pour parler de l'origine du vin, qui est géorgien, mais pour parler d'une grande personnalité champenoise, un des grands pères, une des grandes figures de l'archéologie, Joseph de Baille, qui a donc été un des premiers à découvrir et à mettre en valeur tout le mobilier des hypogées néolithiques en Champagne, mais qui a également beaucoup travaillé dans l'ex-Union soviétique, notamment au Caucase, et donc on parlera de cela le 9 février prochain. Donc voilà, un programme riche et diversifié comme on souhaite le faire et comme on a essayé de le faire en cette année 2022. Donc la librairie L'Apostrophe vous attend juste à côté, et donc je vous remercie évidemment de votre présence, de votre fidélité, et je vous dis de bonnes fêtes et à l'année prochaine.